Dans le règne animal, il y a environ 1,5 million d'espèces. Et pour classer scientifiquement, chacune de ces créatures nécessite 2 noms, composés du genre et de l'espèce. Ça veut dire beaucoup de noms. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, une telle entreprise requiert un lexique. Et il est très important d'apprendre ce lexique afin d'être à l'aise et capable de converser dans la langue de ce domaine d'étude. Il y a beaucoup de termes qui sont spécifiques au domaine de la zoologie, pour les structures anatomiques, les processus physiologiques, les interactions écologiques, les syndromes comportementaux, pour n'en citer que quelques-uns. Vous devez connaître le langage de la zoologie pour être capable de parler et de s'engager avec les autres dans le domaine de la science zoologique. C'est un peu comme si on essayait de décrire les activités et les objets dans une cuisine sans mentionner le réfrigérateur, la cuisinière, l'évier, le four, les cuillères à mesurer, la spatule, le mixeur, les ingrédients, l'eau, la chaleur, la nourriture, etc. et tous les autres facteurs qui entrent en jeu. Sans connaître et sans être capable de dire un de ces termes clés, vous ne pouvez pas vraiment décrire le fonctionnement dans une cuisine, parce que cela nécessite une terminologie spécialisée. La même chose est vraie pour les branches de la science, que ce soit la botanique, la génétique, les sciences moléculaires ou, comme nous le voyons dans le cas de ce cours, la zoologie. Et donc, étant donné le grand nombre de créatures couvertes par la zoologie, ce domaine d'étude a un immense lexique qui lui est propre, que nous devons apprendre afin d'être des zoologistes. Nous avons ici un nuage de mots généré à partir de la liste des mots-clés du chapitre sur les méduses du Cnidaria. Étant donné qu'il ne s'agit que d'un chapitre sur 18 dans notre cours, chacun ayant son propre lexique de termes spécialisés à connaître, il peut sembler décourageant d'imaginer de les apprendre tous un jour. C'est d'autant plus vrai que les termes scientifiques sont souvent volumineux et composés d'éléments étranges, comme par exemple strobilisation, mésoglée et dioïque. Cependant, en y regardant de plus près, nous constatons que nous pouvons généralement reconnaître certaines parties des mots ou même le mot entier au début. Par exemple, hydrozoa, qui contient hydro pour l'eau et zoa pour les animaux. Pensez à un zoo ou à la zoologie. Ensuite, nous pouvons noter les mêmes racines dans d'autres mots comme cubozoa. Ce sont les méduses de forme carrée. À d'autres endroits, nous pouvons déduire une certaine signification à partir de certaines parties des mots, comme endoderme et ectoderme, qui ressemblent également à l'épiderme. La plupart d'entre nous savent déjà que l'épiderme fait référence à la peau, comme chez les dermatologues par exemple. Donc, l'endoderme et l'ectoderme doivent être des couches internes et externes de la peau. Donc, ce que nous avons noté, c'est qu'il y a des sous-ensembles de ces mots qui nous sont déjà familiers, ce que nous avons déjà vu ailleurs dans notre lexique personnel. Et nous sommes capables de les faire correspondre à certaines de ces unités qui sont trouvées dans ces mots. Et c'est très important parce que c'est essentiellement la nature de la terminologie scientifique que le mot est destiné à décrire cet objet ou l'action qu'il représente. Donc, cette nomenclature de la terminologie scientifique, en particulier la nomenclature qui va dans la zoologie et la dénomination des organismes, fait partie de la structure officielle du langage scientifique. Et ça remonte à ce type, Guiton de Morveau, qui a essentiellement établi les règles de la nomenclature scientifique, en ce sens qu'elle devrait être une nature descriptive,
ce qui signifie que les mots doivent décrire ce que le mot représente. Il est également important d'utiliser les langues mortes, ce qui signifie que nous utilisons le latin et le grec ancien, pas le grec contemporain, et il y a une très bonne raison pour cela. Les langues mortes, toutes comme les espèces animales éteintes, comme ce T-Rex, n'évoluent plus. Donc, il n'y aura pas d'interprétation contemporaine ou nuancée qui pourrait avoir l'effet de changer le sens des mots et donc de changer la description des animaux qu'on tente de décrire avec ces mots. En utilisant un langage mort, la signification est plus ou moins inscrite dans la pierre, et donc il n'y aura pas d'ambiguïté au niveau de la valeur des racines des mots qu'on tente de représenter. Alors, utilisons un exemple pour illustrer comment tout ceci se déroule en pratique. En utilisant un mot scientifique auquel on est déjà assez familier, la photosynthèse. Donc, le mot photosynthèse peut être déconstruit en deux racines principales, étant photo et synthèse, et on reconnaît que la partie synthèse comprend une contraction de deux autres racines, étant syn et thèse, qui veut tout simplement dire de mettre deux choses ensemble, comme ceci. Le terme photo est grec pour la lumière. Et donc, photosynthèse veut tout simplement dire de mettre quelque chose ensemble en utilisant la lumière. Donc, on voit que les termes scientifiques comprennent des informations définitionnelles qui fournissent la valeur du mot elle-même, mais également son utilisation dans le contexte scientifique. Donc, ceci, c'est essentiellement une approche étymologique pour apprendre la terminologie scientifique. Ça prend une reconnaissance qu'il y a une structure logique à la base de la construction de ces termes en utilisant des racines en grec ancien et en latin pour les fournir avec la valeur. En connaissant ceci, ça nous permet également de proprement apprendre la vraie valeur de ces termes, mais également d'être capable de l'appliquer dans le contexte de nos études. Plutôt que d'avoir besoin de mémoriser un paquet de lettres incompréhensibles et ensuite d'être demandé de le régurgiter dans le contexte d'une discussion en classe ou d'un examen, par exemple. Et cela, c'est important, car une connaissance des racines des termes vous permettra de développer un apprentissage significatif au niveau du sens des mots, mais également à son application dans certains contextes. Par contre, la mémorisation par des techniques par cœur ne réussit pas à atteindre ces niveaux d'apprentissage significatifs dans la plupart du temps. Je suis en train de parler de quoi quand je mentionne ce concept de l'apprentissage significatif? Dans les cercles éducatifs, on fait souvent référence à cela. Cette structure triangulaire est connue comme la taxonomie de Bloom. Elle démontre comment nous visons à atteindre les niveaux supérieurs de l'apprentissage, la pensée cognitive ou la réflexion chez nos étudiants dans le processus d'enseignement, dans le sens où les niveaux inférieurs de la mémoire et de la compréhension sont les formes les plus basiques de connaissance de l'information. Mais ce n'est pas vraiment un apprentissage significatif, car il ne vous permet pas d'appliquer cette information, soit pour l'analyser ou de l'utiliser dans d'autres contextes. Et donc c'est pourquoi, lorsque nous enseignons à l'université, nous visons à atteindre les niveaux supérieurs des processus cognitifs tels que l'évaluation et même à un certain point de créer votre propre connaissance une fois que vous devenez des étudiants à la maîtrise et au doctorat. Mais en attendant, nous voulons promouvoir un type d'apprentissage significatif qui permet aux étudiants d'avoir accès à l'information, d'être capables de le retenir et de le transférer dans d'autres contextes, ce qui signifie essentiellement de rendre cette information utilisable afin que vous puissiez l'appliquer au domaine d'études et de rendre ces mots et cette terminologie significative dans ce contexte. Maintenant, l'un des problèmes de cette approche étymologique est qu'elle est basée sur une compréhension préliminaire de la linguistique classique. En d'autres termes, la langue parlée par ces gens. Il fut un temps, même jusqu'environ il y a 30 ou 40 ans, quand la linguistique classique faisait partie même des cours de base.
le latin et le grec ancien étaient des prérequis pour l'entrée aux études universitaires. Ce n'est plus le cas. Et en fait, nous constatons maintenant qu'avec les générations actuelles d'étudiants, très peu d'entre eux ont eu de l'exposition formelle à l'étude de la linguistique classique, ce qui pourrait suggérer qu'ils sont désavantagés dans leur capacité à appliquer cette compréhension étymologique à la terminologie scientifique. Mais je voudrais contrer cela en suggérant, à travers mes stratégies d'enseignement et les stratégies d'apprentissage, que l'accès au lexique par la compréhension de l'étymologie est un outil efficace qui est disponible pour les étudiants contemporains en sciences. Donc, par exemple, quand nous parlons de zoologie, dans l'étude des poissons, nous verrons qu'il y a une sous-section, une classe de poissons connue comme Sarcopterygiae, comme cette Coelocanthe latimeria. Donc la lignée remonte à environ 400 millions d'années. Pour contraster avec les plus communs Actinopterygiae, comme ce barracuda par exemple. Quand on voit ces mots à première vue, ils semblent être très étranges, des mélanges de lettres qui sont presque sans signification et méconnaissables. Mais, en utilisant une approche étymologique qui consiste à la déconstruction de mots en ses racines, puis d'identifier ces racines en les faisant correspondre à d'autres termes qui nous sont déjà familiers, et ensuite reconstruire le terme, ceci nous permet de comprendre sa signification. Et donc, nous pouvons l'appliquer à notre domaine d'étude. En utilisant ce terme Sarcopterygiae à titre d'exemple, il peut être décomposé en deux grandes racines principales, le sarco et le pteron, au singulier pour pteri, ainsi qu'un suffixe ji qui signifie simplement qu'il a quelque chose. Mais qu'est-ce que avoir un sarcopteron signifie? Donc, cet organisme a un sarco, et la question alors, pour comprendre ce nom, est à voir si nous pouvons trouver d'autres mots qui contiennent les mêmes racines. Nous pouvons mentionner un sarcophage, par exemple, qui est un genre de cercueil pour décomposer les cadavres, c'est-à-dire de manger de la chair. Ou encore un sarcomère, un morceau de tissu ou de muscle. Donc, sarco doit faire référence au tissu, à la chair ou aux muscles. Pour en revenir au pteron, nous constatons qu'il est assez omniprésent dans les termes scientifiques. Les fougères sont les ptéridophytes, des plantes avec des feuilles ailées. Les mouches sont des diptères, des insectes à deux ailes. Mais nous utilisons aussi souvent ce terme dans notre vie quotidienne, comme par exemple dans le mot hélicoptère, avec son aile qui tourne sur elle-même en hélice. Ainsi, ici, nous avons compris que pteron doit vouloir dire aile, ou dans ce cas, une nageoire, puisque nous parlons d'un poisson. En rassemblant tout ça, on peut voir que sarcopterygie signifie avoir des nageoires charnues ou musclées. Et cela fait référence aux nageoires articulées de ces poissons qui les permettaient de se dandiner sur les rivages et aussi de donner naissance à des descendants amphibiens qui ont adapté ces membres musculaires en jambes. En connaissant la composition étymologique des termes scientifiques, cela nous permet d'avoir un aperçu de la structure ou fonction du mot et d'appliquer directement cette connaissance à la compréhension du domaine d'étude. À partir de maintenant, vous n'aurez plus besoin de mémoriser Sarcopterygie, mais vous saurez qu'il s'agit du groupe spécial de poissons qui comprend les skippers debout, qui respirent de l'air, ainsi qu'ils soient les ancêtres de tous les tétrapodes terrestres à venir. Donc,
Une fois que nous connaissons l'approche étymologique qui nous permet de déchiffrer le sens du nom, le nom lui-même fournit une structure et des informations fonctionnelles sur l'utilisation de ce nom dans l'étude elle-même. Et dans ce processus, nous savons maintenant qu'une approche étymologique de l'apprentissage de la terminologie scientifique nous permet non seulement d'identifier les organismes avec leur nom, mais elle nous permet de comprendre où ils se trouvent dans l'histoire écologique et évolutive, grâce à la structure et de la fonction que le nom lui-même décrit. Et en passant par ce processus, nous éliminons l'obligation de mémoriser ces termes par cœur, qui n'est pas utile pour un apprentissage significatif. Si nous comprenons les racines des mots et les raisons des noms, nous nous en souviendrons pour toujours. Ça vous permettra également d'apprendre de manière autonome, ce qui est vraiment une compétence qu'on veut transmettre envers nos étudiants tout au long de leur vie, pour les permettre de continuer à apprendre par eux-mêmes en utilisant les échafaudages qu'on les a fournis. Ça peut être particulièrement utile parce que c'est une approche qui est grandement applicable à d'autres domaines de la science. La botanique, la génétique, la biologie cellulaire par exemple. Ce sont tous des domaines qui utilisent également la même structure de nomenclature et d'étymologie pour déterminer la structure et fonction de leur terminologie. Mais surtout du point de vue de l'étudiant, ça peut être un grand soulagement pour être capable de réduire la charge cognitive qui est associée avec le besoin d'apprendre tous ces termes. Moi, je dis toujours, il ne faut jamais mémoriser quoi que ce soit. Il faut l'apprendre, le comprendre et ensuite le connaître. Et une fois que vous le connaissez, vous allez le connaître pour toujours. Ça, c'est une vraie prise de pouvoir. Et donc, avec un échafaudage d'apprentissage duquel on peut construire, vous n'allez jamais avoir besoin d'inquiéter que vous allez devenir comme ce type.